Voilà, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus dans mon salon une fois de plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le mercredi, c'est le mardi. Mais ça fait rien, le mardi, on parle également d'économie dans mon salon. Et ce soir, eh ben, on va passer un petit bout de temps avec Muriel Bouin. Bonjour Muriel. Bonjour. Ça va bien? Bah ça va bien. Mal. Bon, bien installé. Merci beaucoup d'être venu jusque dans mon salon pour nous parler de quelque chose, enfin de quelque chose. Oui, le gérontopole, on va parler d'un gérontopole, mais on va parler de la dépendance, de l'autonomie, ça dépend de quel sens, de quel sens on se positionne, et puis on va parler de la silver economy, hein, ça c'était un terme qui était très à la mode il y a quelques années, vous nous direz si c'est toujours à la mode ou pas. Vous, eh ben, écoutez, vous êtes là, c'est votre émission. J'espère que vous serez nombreux. Vous pouvez, vous le savez, poser des questions pendant cette émission à Muriel Bouin. On est d'accord, les règles, vous les connaissez. Comme c'est chez moi, c'est moi qui commande. Donc, on peut poser des questions, on peut ne pas être d'accord, on peut faire des suggestions, mais on n'agresse pas et on ne se sert pas d'Internet comme d'un défouloir. Sinon, ben, bien évidemment, je m'occupe pas de vous, quoi, hein, je vous raye de la carte, et puis c'est comme ça. Internet n'empêche pas les bonnes manières. Euh, Par contre, s'il y a des gens qui sont là, et je sais qu'il y a des gens qui seront là ce soir, merci de me dire assez rapidement si le son marche bien, si vous entendez bien, parce que bien sûr, si vous n'entendez pas, c'est bien d'avoir l'image, mais bon, le son, c'est quand même essentiel. Allez, on va commencer, je vous propose de commencer, ben, comme chaque émission, on va faire connaissance avec Muriel Bouin. Hein, avant de parler de boulot, Muriel, on va parler un peu perso. Muriel, vous êtes de Limoges, vous? Non. Ah du tout. Ah, bien sûr. Ça commence pas très bien. Bon, ben écoutez, ça fait rien, elle est là, on va la garder. Alors Muriel, d'où arrivez-vous? Dites-moi. Alors moi je suis bourguignonne d'origine. D'accord. Le Je pays suis... de Giroud. Ah Eh ouais oui, eh oui, voilà. eh Oui alors si oui. c'est le foot votre référence absolument. J'en Voilà. ai Il y a d'autres. d'autres choses, hein. Ah, Mais Allez-y, c'est quoi les autres? Tiens. ah bah c'est la gastronomie, c'est le vin. Alors je sais bien qu'on n'est pas loin de Bordeaux, mais Oui. ceci dit Le voilà il y Chablis. a d'autres régions. Ah par exemple. Voilà. Plus simple. mm, Bourguignonne. Bourguignonne, après, ben, en fait, je me suis déplacée d'est en ouest jusqu'à passer pas mal de temps à Niort. Oui. Et puis bah, là, oui, depuis 2 ans, j'arrive de Niort, donc avec une bonne connaissance quand même de la région. Mais je dois dire que Limoges a été une découverte pour moi. Alors, merci Sébastien, hein. Merci beaucoup Sébastien de me faire un retour sur le son, c'est sympa. Tu en profites parce que moi je sais que je parle fort, tu me diras si on entend bien Muriel. Une petite question indiscrète, c'est pas pour rentrer dans les détails, c'est pour avoir une idée du parcours. Vous dites que vous avez bougé, Niort, etc. C'était pour le boulot ou c'était des histoires de vie comme ça qui vous ont amené? Parce que c'est important, intéressant aussi de voir. Il y a des gens qui font toute leur carrière dans une ville et puis il y a des gens qui vont d'un poste à l'autre parce que ça répond à des ambitions, ça répond à des envies, à des défis. C'était votre cas ou... C'était les deux. C'était oui des défis, oui suivre mon mari qui lui-même avait des défis successifs. Donc voilà, ça a été des choses qui ont été choisies à chaque fois. Donc l'arrivée à Limoges, en tout cas, elle a été voulue, elle a été choisie. Ouais. Alors, avant d'arriver à Limoges, ce qui est intéressant aussi, c'est les parcours. Donc vous, en termes d'études, en termes de passé professionnel, qu'est-ce que vous avez fait? Alors bien sûr de façon synthétique, avant d'arriver jusqu'à ce poste de directrice à Limoges. Les Alors, grandes étapes, je dirais, en termes de scolarité. Tiens, par exemple, qu'est-ce que vous avez bossé à alors l'école, je pense. ouais, ouais, en termes de scolarité, moi je suis un produit d'école de commerce. D'accord. Donc voilà, avec plus des notions de com Mhm, et de marketing, mhm. qui m'ont conduit dans plein de directions différentes, qui m'ont conduit de la grande distribution à la mode masculine, en passant par les transports urbains, puis ensuite direction Niort, pour être là sur tout ce qui était prévention des risques. D'accord. C'est la ville des mutuelles, donc forcément il y avait C'est vrai. une vraie concordance. Et puis prévention des risques, ça va jusque Living Lab, Oui. donc Ouais. laboratoire des usages. Et puis bah, c'est ce qui m'a amené ensuite à Autonome Lab et à Limoges. Voilà. Alors, bonsoir, bonsoir Jean-Marie. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas de Limoges hein, qui suivent cette émission. On a des gens de Poitiers, on a des gens de Bordeaux. On aura d'ailleurs des invités de Bordeaux dans les semaines qui viennent. Euh, Justement, vous parlez
de Living Lab, vous parlez d'Autonome Lab. On va commencer par là, puisque vous êtes directrice d'Autonome Lab. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'Autonome Lab? Comment on peut décrire cette structure? Alors, Autonome Lab, c'est un groupement d'intérêt public qui travaille autour de l'innovation en direction des personnes âgées. C'est comment est-ce que l'innovation, qu'elle soit sociale ou technologique, elle peut venir soutenir l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées ou qu'elles décident de vivre chez elles ou qu'elles décident de vivre en institution. D'accord. De façon très, très opérationnelle, c'est combien de personnes Autonome Lab aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 10 personnes. D'accord. 10 personnes qui travaillent. Qui sont ces personnes d'ailleurs? C'est quoi leur poste? Alors, elles sont responsables du département Habitat Santé. Elles sont responsables de la partie plutôt plus valorisation des métiers, de l'accompagnement et du domicile. Elles s'occupent plus de mobilité. Elles s'occupent d'innovation. Voilà, elles ont des parcours très variés. Elles s'occupent aussi beaucoup d'Europe, puisque Autonome Lab a une grosse activité dans les projets européens. Bonsoir Delphine, bonsoir des Landes. Vous voyez, depuis les Landes, on vous... Mais oui, bien sûr, hein, elle est célèbre, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On est bien d'accord, enfin, on est bien d'accord ou pas, hein, c'est moi qui me trompe peut-être. Autonome Lab en lui-même ne porte pas des projets, ne développe pas des projets, il vient appuyer, accompagner, donner de l'ampleur. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai et pas vrai à la fois, Ouais. parce que effectivement, Autonome Lab, c'est un assemblier, c'est-à-dire que c'est une structure qui va se mettre finalement au milieu de projets et qui va faciliter les collaborations croisées. Voilà. D'accord. Mais à un moment donné, Autonome Lab peut aussi s'auto-saisir d'un certain nombre de problématiques ou de thématiques et puis décider d'y apporter une solution en émettant une hypothèse qu'on va ensuite porter jusqu'à une expérimentation. Et là, on va avoir besoin des personnes âgées elles-mêmes, de leur famille ou des professionnels qui les encadrent. Voilà, alors c'est pas que des mots, hein, parce que bien sûr, hein, il se passe des choses. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur certains chantiers, une application pour les aidants, Oui. des choses comme ça. Donc c'est pas que des mots, mais faut bien que les gens comprennent ce que ça peut être. On va éviter éviter, c'est pas éviter, on va aborder une question tout de suite et puis on n'y reviendra pas. Comment ça vit Autonome Lab financièrement? Vous générez pas d'argent, vous vendez rien. Alors, on vend rien. Vous avez de l'expertise, mais vous ne la vendez pas. On la vend pas à des privés, Voilà. si c'est votre question. Oui. Non, mais voilà. Donc, on est un groupement d'intérêt public. Donc, dans le groupement d'intérêt public, il y a public. Donc, ça veut dire que il y a aujourd'hui l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui soutiennent l'activité d'Autonome Lab. Et puis après, on va répondre à des appels à projets. Et on va aller chercher des cofinancements, alors que ce soit des cofinancements pour financer de la recherche, des projets européens, comme je vous le disais, ou d'autres acteurs qui aujourd'hui sont des financeurs potentiels, à qui on va aller proposer des projets. Alors, Autonome Lab, c'est une structure qui existe par département. Là, on est en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai, mais est-ce qu'il y en a un dans chaque département? Ou alors est-ce que c'est une structure régionale? Alors, Autonome Lab, c'est très particulier, parce Ouais. que Autonome Lab, il se trouve que la région Limousin, elle a été précurseur sur ces questions d'innovation et de vieillissement. Et ça a été probablement la première région de France à se dire que finalement, cette question de la personne âgée pouvait être génératrice d'activités nouvelles et probablement de création d'activités dans la région. Il se trouve que c'est aussi des emplois qui sont difficilement délocalisables parce qu'on s'occupe d'autres êtres humains. Donc ça avait plein d'intérêts et je pense que il y a à peu près 10 ans ou 15 ans de cela, les décideurs de la région Limousin se sont vraiment emparés de cette question et ont été jusqu'à la création d'Autonome Lab, qui était vraiment très novatrice. Très novatrice. Et beaucoup de régions sont venues regarder avec envie ce qui se passait dans le Limousin. Ouais. Et donc, du coup, après, ça a généré d'autres structures qui sont aujourd'hui un peu comparables. Mais je dirais quand même que, par exemple, Autonome Lab a été le premier Living Lab à être labellisé par l'Europe en France. Et c'était bien à Limoges et en Limousin. Alors, le Limousin avait aussi ce particularisme à l'époque, hein, puisque moi j'étais déjà là. Il y en a qui n'étaient pas là, mais moi j'étais là déjà. C'est que la Creuse
était le département parmi les plus vieux d'Europe, hein, c'est ça. C'est Et vrai. en fait, un certain nombre de réflexions sont parties de là, à savoir, au même titre que d'autres aspects de la région, comment on fait pour valoriser. Comment on fait pour valoriser? Comment on fait pour attirer des personnes qui vont s'occuper aussi des personnes âgées? Parce qu'il y a tout cet aspect-là qui est plus social, qui est un petit peu moins économique. Mais à un moment donné, comment est-ce que on garde sur son territoire des personnes âgées? Puisqu'on le verra peut-être au cours de cet entretien, mais aujourd'hui, les personnes âgées, elles sont tout à fait importantes dans le fonctionnement de l'économie française. Et je pense que c'est des choses dont on n'a pas forcément une vision vraie. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on va commencer par là. On va commencer par là. Est-ce qu'on est en train de parler de la silver economy, là? Alors, Alors, pas tout à fait. pas tout à fait. En fait, là, on parle plus de aujourd'hui, c'est quoi la place des personnes âgées et c'est quoi, finalement, on entend beaucoup que les personnes âgées, c'est des gens malades qui coûtent cher à la société, c'est des gens qui sont dans des EHPAD, qui servent à plus grand-chose. En fait, les personnes âgées, d'abord, c'est compliqué de parler des personnes âgées, puisque on n'est jamais autant différent que quand on est âgé. D'accord. C'est un âge de la vie où on est très différents les uns des autres. On connaît tous dans nos entourages des gens de 90 ans qui sont en pleine forme et puis des gens de 65 ans qui malheureusement n'ont pas cette chance, qui sont malades, qui ont une maladie chronique et qui sont vraiment dépendants dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, les seniors, tels qu'on peut les appeler, c'est des gens... Senior, c'est à partir de quel âge? Alors, un senior, ouais. alors ça varie vraiment, Ouais. mais communément, on se dit qu'on est senior au moment où on arrive à la retraite. D'accord. C'est vraiment le passage de parcours de vie qui fait qu'on passe d'un état à un autre. Et c'est justement à ce moment-là de la retraite que les seniors se retrouvent dans les associations, donc une énorme activité bénévole. Et puis bien souvent, ils sont en majorité des aidants, parce qu'ils peuvent avoir un conjoint à aider ou un parent plus âgé. Et bien, si vous enlevez ces deux activités-là aujourd'hui de la société française, je peux vous dire que ça ferait un sacré vide. Donc moi, je combats un peu cette idée de dire que les vieux aujourd'hui, ça sert à rien et que ça coûte cher. C'est pas vrai. On est plutôt largement bénéficiaire du côté des seniors et du côté des personnes âgées. Alors, on entend, hein, on visualise à peu près ça. Il y a cet aspect, effectivement, et puis il y a tous les aspects induits, hein, culturellement, Bien sûr. sociologiquement. On se bâtit sur le passé, bien sûr. On a besoin de toutes ces personnes, on a besoin de transmettre. Alors, on reviendra, j'espère, sur la notion d'aidant, qui est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui si on veut avancer, hein, aussi bien d'ailleurs d'un point de vue économique que d'un point de vue sociétal. Et puis il y a toute cette économie autour du vieillissement ou de la dépendance, je ne sais pas comment on parle. Et là, on est dans la silver economy. Est-ce que c'est un vrai marché? C'est pas joli de dire comme ça, mais est-ce que c'est un vrai marché? Quel est le poids de ce marché? Quels sont les enjeux de ce marché? C'est un marché. Et c'est un marché qui est difficilement quantifiable parce qu'en fait, il touche plein d'aspects de la vie. On va parler de mobilité, on va parler de tourisme, on va parler d'habitat, on va parler de nutrition, on va parler d'activité physique, on va parler de soins, on va parler de soins de confort. Finalement, c'est un marché qui est énorme. Par exemple, on sait aujourd'hui, je crois que le chiffre, c'est plus d'une voiture sur deux, elle est aujourd'hui achetée par un senior. Donc, c'est aussi des gens qui consomment parce que ils ont peut-être aussi, alors pas tous, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est aussi une génération un peu pivot qui aide ses enfants, qui dépense son argent. Et du coup, c'est vrai que ça génère des produits et des services qui doivent s'adapter parce que quand on vieillit, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins, on n'a pas forcément les mêmes envies et certains produits demandent à être adaptés à une cible qui, à nouveau, peut s'appeler les personnes âgées, mais qui est très différente entre une personne de 65 ans qui a travaillé, par exemple, avec son ordinateur tous les jours, et une personne de 80 ans qui va avoir peut-être un peu plus de mal à utiliser les nouvelles techno, par exemple.
Alors, on vous cache rien, hein, quand j'invite des personnes à participer à cette émission, je me fatigue pas trop, je leur dis voilà, dites-moi 10 points sur lesquels on va travailler. Et puis j'attends, je vois venir, et puis après je pose les questions. Bon, après, bien sûr, évidemment, il y a d'autres questions qui viennent, et là, il y en a une qui vient. Alors, elle vient peut-être pas au bon moment, mais je voudrais pas oublier cette question-là, et je voudrais vraiment qu'on en parle parce que je trouve que c'est un enjeu majeur. Et je sais qu'il y a des gens chez vous qui travaillent sur cette dimension. Il y a un paradoxe, je trouve, dans cette approche du vieillissement, de la dépendance, c'est que vous êtes, on va dire vous, c'est pas vous en tant que personne, mais la structure est porteuse d'innovation, hein, moteur pour l'innovation. Et à côté de ça, il y a des choses, je trouve, sur lesquelles on n'avance pas dans ce champ-là, et notamment le champ de l'aide à la personne. Et je trouve que on est toujours sur des métiers qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas assez valorisés. On est sur des métiers où, alors ça n'engage que moi ce que je vais dire, je vais bien choisir mes mots pour pas froisser. Je trouve qu'on a encore, dans beaucoup de cas, pas trouvé la bonne posture pour venir en aide aux personnes âgées. Je trouve qu'on a du mal à définir le cadre du professionnalisme quand on intervient chez les personnes. On n'intervient pas chez son papy ou chez sa mamie, on intervient peut-être chez un client, il y a les notions d'empathie et d'expertise qui se... Voilà. Je trouve quand même qu'il y a ce paradoxe-là, et notamment sur le champ de l'aide à la personne. On peut parler d'innovation tant qu'on veut, sur plein de points, se faire plaisir, mais je trouve que, et surtout dites-le moi si je me trompe, que le champ de l'aide à la personne doit encore être exploré, doit encore être travaillé, doit encore... c'est pas une critique de ce qui existe, hein. Je dis on, hein, tous ensemble, on doit se repositionner pour accompagner la dépendance et la vieillesse. Alors, je crois qu'il faudrait faire une émission complète Eh bien, sur ce sujet. on a le temps, mais... On a le temps. Alors, plein de choses. Moi, j'ai envie de vous partager plein de choses. D'abord, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Nous, on porte des innovations qu'on appelle des innovations managériales. C'est-à-dire qu'on est en train de changer la qualité de travail des personnes qui travaillent au domicile. On est en train d'être sur des nouveaux modèles. Vous avez peut-être entendu parler de Montessori, oui, les méthodes Montessori pour les enfants. Ouais. Eh bien, on est en train de s'apercevoir que cette méthode-là, apprends-moi à faire seul, elle fonctionne aussi pour les personnes âgées qui sont peut-être en situation plus dépendante. Et en fait, on arrive, plutôt que de valoriser ce qui est perdu, à valoriser ce qui reste. Et là, on est vraiment en train de changer de posture sur ces questions-là. Toute cette innovation managériale en disant il faut plus de responsabilisation, les équipes se saisissent de leurs horaires de travail par exemple ou de leurs tournées elles-mêmes. Donc ça, c'est des choses qui sont en train vraiment de bouger et c'est très bien. Et on est en train, nous, d'essayer d'évaluer quel est l'impact de ces changements de posture managériale sur évidemment la qualité de travail et en même temps sur le service rendu. Est-ce que finalement, quand on est bien dans son travail, on arrive à mieux rendre un service à la personne accompagnée? Ça, c'est quand même vachement intéressant, quoi. Après, c'est vrai ce que vous avez dit. Quand on regarde un petit peu, quand on se penche sur la crise Covid, on applaudissait les soignants, on n'applaudissait pas les personnes à domicile. Non, alors que pourtant, on a entendu des mots forts comme la digue du domicile. Elles ont tenu la digue du domicile. Vrai. Alors je dis elles parce que c'est assez souvent des dames. Pas... Et effectivement, on est en train de s'apercevoir que il va falloir que ça change parce qu'on a un tsunami de personnes âgées devant nous dont on va faire partie un jour, tous. Il faut se le souhaiter quand même. Et oui, bien sûr. Et il faut que ces métiers soient choisis et non pas subis. Donc, à un moment donné, comment on repense les parcours de formation, comment on repense les parcours professionnels pour qu'on ait un continuum de parcours professionnels. Ce sont des métiers qui sont usants physiquement. Comment est-ce qu'on vient, là encore, par de l'innovation, avec des exosquelettes, avec des tas de choses, limiter les charges, par exemple, sur le corps pour qu'on soit moins abîmé. Mais quand on est abîmé aujourd'hui, c'est quoi la porte de sortie? Comment est-ce qu'on peut évoluer dans ces métiers? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille assez fortement parce que, effectivement, c'est important qu'on trouve
cette main-d'œuvre, hein, qui soit vraiment à nouveau une main-d'œuvre choisie. Après, ça passera forcément par une revalorisation salariale, ça Ouais. c'est sûr, et on le dit depuis longtemps. Et puis après, dernier point, les personnes âgées de demain, c'est nous. On est plus exigeants, Ouais. on a plus d'envie, on a probablement des besoins qui sont différents, et on ne se satisfera pas de choses qu'on n'aura pas choisies. Alors, c'est intéressant. Alors, surtout, parce qu'on a tous des personnes âgées que l'on connaît autour de nous, ou même on peut être vieillissant, on peut avoir une idée sur la façon dont on voudrait être accompagné s'il y a besoin, ou la société dans laquelle on voudrait vivre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez. Euh, alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que je tiens à ce qu'on revienne dessus. Vous dites, on a de nouvelles approches managériales. C'est super, c'est très bien, on réfléchit, on fait, on met en place. En plus, je sais, hein, j'ai en tête, je ne veux pas citer d'entreprises ici, mais je sais qu'en Limousin, à Limoges notamment, on a des structures. Il y a de qui très sont belles très, structures qui sont très en avance. très en avance. Bon, je les ferai venir d'ailleurs, je ferai venir ici à un moment donné parce qu'on ne peut pas parler à leur place, mais c'est bien joli. Sauf que on est déjà en manque de personnel. On a déjà du mal à recruter. C'est-à-dire que même dans la logique de choisir ce travail par défaut, on n'arrive pas à trouver le personnel. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'on ait des personnels autres qui vont vraiment pouvoir se projeter dans des carrières, qui vont vraiment pouvoir se projeter dans des vies professionnelles riches. Et je me dis, depuis le temps qu'on le dit, on en est où de ça, de cette réflexion? Parce que ça fait un moment qu'on le dit. Enfin, moi j'étais dans la formation avant, j'ai toujours entendu parler de ça, et j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver. Alors, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver le déclic pour X raisons. On est bien d'accord, il y a les conditions de travail, il y a l'argent, il y a tout ça. Ceci dit, on pourra se poser des questions. Je fais juste un petit lien. J'ai reçu ici le directeur de la polyclinique de Limoges qui me disait, quand on va sortir de la crise, on va se poser de vraies questions. Il me dit, parce que jusqu'à la crise, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas payer parce qu'on n'avait pas l'argent. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on paye, on n'a toujours pas l'argent. Et à la fin, quand on va sortir, quel va être le vrai coût des choses, avec ou sans argent? Et il n'a pas tort. Par exemple, ça va être difficile de dire, je pense à des aides à domicile qu'on ne peut pas payer plus, alors qu'on fait tourner la planche à billets, et c'est très bien parce qu'il y en a besoin. Mais concrètement, on en est où? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des programmes de formation sur le territoire? Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que, voilà, ou alors, est-ce qu'il faut qu'on remette tout à plat et... Non, 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 il y a déjà des choses. Il y a déjà des choses qui bougent. Il y a des rapports qui sont sortis aussi, qui ont mis le doigt là où ça faisait mal quand même. Donc, je crois que ça avance. Je crois que cette crise, elle a été très révélatrice du rôle central des personnes qui interviennent au domicile. Après, il faut être clair aussi que ce sont des métiers qui sont pleins de sens au sens humain, mais ça reste des métiers difficiles. C'est des métiers où on est aussi tout seul. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour ça. À un moment donné, il faut qu'on retrouve du sens et de la valorisation dans ce type de métier. Mais ça se fera pas du jour au lendemain. Mais je pense que, notamment les jeunes aujourd'hui, on en discutait juste un tout petit peu avant de commencer l'émission, ils sont en recherche de métiers avec du sens. Oui. S'occuper de personnes âgées, c'est avoir plein de richesses en retour. Et peut-être que ça passe par des exemples, par des sensibilisations entre pairs qui vont expliquer ce que c'est que la réalité du métier aujourd'hui, avec ses bons côtés qui sont très nombreux et avec ses mauvais côtés qui sont effectivement des métiers difficiles quand même. Alors après, c'est toujours pareil, hein, moi j'ai toujours connu les métiers, on est bien souvent très naturellement attiré par les métiers de l'aide, hein, on a de l'empathie, etc. Maintenant, il faut faire attention, je pense, parce que ce n'est pas parce qu'on aide quelqu'un qu'on ne doit pas avoir une posture professionnelle. Bien sûr. Et je me rappelle de certaines réunions de travail que j'ai pu avoir dans d'autres cadres où je m'étais permis de dire à certains professionnels que
le regard allait changer si elle commençait aussi à changer leurs mots. Je le disais tout à l'heure, on ne va pas garder un papy ou une mamie. Non, on ne dit pas ça. Enfin, ça ne peut pas se faire comme ça parce qu'après, on a du mal aussi à la fois à avoir une crédibilité si on veut que son statut soit reconnu. Et puis, il y a aussi quelque chose, je pense, qui est important à travailler, c'est que quand on travaille avec une personne âgée, que ce soit une personne âgée d'ailleurs ou une personne malade, etc., on fait partie d'une chaîne, il y a d'autres professionnels qui interviennent là-dedans, et sa propre légitimité, elle arrive aussi du regard et que les autres portent sur nous et la place qu'on nous laisse. Hein. Mais c'est un vrai chantier de fond. Hein. Et je pense à quelqu'un de chez vous, et bien sûr, depuis tout à l'heure, je cherche le nom, que je ne connais qu'elle d'ailleurs, qui travaille énormément sur... C'est Clotilde. Clotilde, voilà, qui travaille sur ce champ-là et qui fait un énorme travail hein, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'effectivement, il y a quand même des initiatives qui sont très intéressantes. Oui, mais justement, là par exemple, elle est en train de travailler sur un escape game sur les métiers du domicile. Là, c'est une façon un petit peu plus originale de parler de ces métiers à des jeunes, pour leur montrer la réalité de ce métier et à nouveau pour leur donner envie d'y aller. Très bien, allez, on a vu ça, donc on va parler donc de ce pourquoi vous êtes venu là, hein, en plus du reste, de ce fameux gérontopole. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un gérontopole? Un gérontopole, c'est une structure qui va s'intéresser à tout ce qui peut améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. D'accord. Donc ça regroupe plein de domaines, ceux qu'on a cités aussi tout à l'heure. Effectivement, on va parler de silver economy, on va parler de soins, on va parler de parcours de vie, on va parler d'habitat, on va parler de mobilité, on va parler de santé, on va parler de tout ce qui fait que aujourd'hui, on peut choisir finalement de rester chez soi le plus longtemps possible, ou d'aller en EHPAD, ou de choisir un autre type d'habitat, de déménager ou pas, d'aller dans une autre région parce qu'on a envie de soleil et qu'on a envie de changer de région. Il n'y a pas assez de soleil en Limousin, ça c'est je n'ai pas dit ça. Mais voilà, c'est à un moment donné se dire comment est-ce qu'on fait réfléchir et travailler des gens qui ont des logiques différentes. Parce que un médecin ne pense pas comme une aide à domicile, qui ne pense pas comme une fille d'une personne âgée. Et à un moment donné, ce qui compte, c'est qu'on retrouve du sens dans des activités qui correspondent à des vrais besoins. Alors, moi, je suis un peu basique. Déjà, je suis un garçon, donc il faut partir de là. C'est binaire. Et pourquoi faire un gérontopole? Il y a déjà Autonome Lab. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, en fait, le gérontopole, déjà, il va changer un peu de dimension. Le gérontopole, il va s'adresser à la région Nouvelle-Aquitaine dans son entièreté, ce qui n'était pas forcément tout à fait la réalité, je dirais, d'Autonome Lab. Autonome Lab, on avait vraiment cette question de l'innovation qui était centrale dans les réflexions. Dans un gérontopole, on va y ajouter une brique recherche. D'accord. Comment est-ce qu'on fait travailler des chercheurs? Comment est-ce qu'on fait travailler le monde médical avec le monde scientifique, mais également avec tous les savoir-faire de l'expérience? Parce que là aussi, à un moment donné, il faut revenir à des réalités et les gens du terrain ont accumulé des expertises et des expériences qui sont aujourd'hui insuffisamment prises en compte dans toutes ces questions de recherche. Alors, deux choses là-dessus. Déjà, je voulais avoir juste une petite confirmation. Donc, c'est bien à vocation régionale. Oui. C'est le gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Absolument. Qui sera installé à Limoges. Oui. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me met de bonne humeur pour le reste de la semaine. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, enfin, une structure qui, depuis Limoges, va rayonner sur la Nouvelle-Aquitaine. Non, c'est pour rire que je dis, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Je le dis, ça me fait plaisir. Mais si je peux juste rebondir là-dessus, c'est parce qu'il y a eu Autonome Lab, avec tout le travail qui a été accumulé, toute l'expertise et l'expérience de l'équipe d'Autonome Lab, que le gérontopole, il était forcément à Limoges. Très bien, on en prend note. Hein. Moi, je veux pas que ça bouge. Ça va pas bouger après. Ah non.
Attention, Muriel Bois, c'est enregistré, hein, il ne va pas bouger. Écoutez, Bon. on a changé nos statuts, on fait évoluer nos statuts, c'est écrit vraiment noir sur blanc Bon. dans les statuts. Le Non. gérontopole Je vous est fais allumé. confiance, je ne demanderai pas à lire les statuts. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce gérontopole, mais voyez, vous avez abordé deux points qui, pour moi, sont importants, essentiels. C'est vrai que là aussi, on est sur un questionnement de société. C'est aussi ça, hein, se poser la question des aînés, des gens en difficulté, comment on les intègre, comment on les accompagne, c'est se poser des questions sur la société tout entière, je trouve. Et vous avez parlé de s'appuyer sur l'expérience. Dans le domaine médical, par exemple, ou dans le champ du handicap, il y a des pères aidants professionnels. Enfin, oui. Oui, on va dire des pères aidants professionnels, puisqu'il existe aujourd'hui des cursus de formation qui s'adressent à des personnes, par exemple, dans le champ du handicap, qui souffrent ou ont souffert d'un handicap et qui valorisent cette expérience auprès de professionnels et d'autres personnes qui en ont besoin. C'est un enjeu majeur, cette histoire d'aidant. Ça veut dire aussi donner un autre statut Absolument. à ces personnes qui justifient de l'expérience. Oui, oui, c'est extrêmement important. Reconnaître un statut d'aidant, valoriser ce statut d'aidant, pouvoir là encore trouver une suite à un statut d'aidant qui peut-être à un moment donné s'arrête. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser à nouveau toute cette expérience et cette expertise qu'on a accumulée? Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, oui. Aujourd'hui, alors je veux pas de chiffres, c'est pas trop l'émission où on demande des chiffres, mais est-ce qu'on a une idée de ce que représente un peu justement cette masse d'aidants? Un aidant, déjà, on peut en parler. C'est quoi un aidant? Un aidant, c'est moi qui aide ma mère, c'est ma voisine qui peut. Moi, j'ai une voisine un peu âgée. Si elle m'écoute, hein, vous n'êtes pas si âgé que ça. Hein, c'est super, vous êtes superbe, bougez, touchez rien. Mais je peux également l'aider. On n'est pas forcément aujourd'hui aidant, mais on peut s'y préparer. Demain à être aidant. C'est être aussi aidant d'un enfant handicapé. Hein, on parle de personnes âgées. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée un peu de cette sphère? Qu'est-ce que ça représente dans notre société? Alors, je n'aurais pas forcément le chiffres, chiffre exact, ouais. mais en tout cas, c'est certain que sans aidants qu'on va appeler plutôt familiaux, Oui. on serait loin du compte. Ouais. C'est clair. La particularité de ce statut d'aidant, c'est que bien souvent, on est aidant sans le savoir. Et que finalement, comme il n'y a aucune reconnaissance de ce statut d'aidant, personne n'est amené à se poser la question de son statut. En fait, mon mari est malade, je suis sa femme, je l'aide. Et je ne me pose pas de questions. Oui. Et quelquefois, ça va très très loin parce que j'arrête mon travail ou ça arrive aussi quelquefois avec des enfants en situation de handicap où les parents sont obligés à un moment donné de choisir entre une vie professionnelle et puis vraiment une place d'aidant. Donc là, oui, c'est absolument... C'est une vraie question de fond à se poser. Hein. Oui, a priori, C'est une vraie oui, question, bien sûr. comme vous le dites, ça peut avoir des impacts sur le travail, c'est-à-dire on réduit son temps de travail. Alors c'est vrai que dans le champ du handicap, par exemple, on peut demander un peu, mais croyez-moi, on va pas loin avec ça, hein, même si la société fait quelque chose, on va pas loin avec ça. Ça a aussi des impacts, et ça on a un peu plus de mal à le mesurer, et pourtant, enfin, je sais que vos équipes ont ça en tête aussi, un impact psychologique. Évidemment. Hein. Les gens perdent pied à un moment donné si on n'est pas capable d'être là, d'être à leur écoute. Et ça ne s'improvise pas. Il faut structurer un peu le territoire. Alors, je reviens un peu sur le travail qui avait été lancé là, sur l'application auprès des aidants. C'est vrai que demain, quand on aide son mari ou sa femme qui est malade ou qui est vieillissante, eh bien oui, on a aussi droit à des vacances, mais on veut le faire en sachant que quelqu'un va venir s'occuper. Ce sont des enjeux énormes. Absolument. Hein. On n'y pense pas beaucoup, et pourtant ce sont des enjeux énormes. C'est vrai qu'on a une charge mentale quand on s'occupe de quelqu'un, on n'est pas peut-être à 100% à son travail, on est plus absent. Bien sûr. Toutes ces questions-là, alors il y a très peu d'entreprises qui se posent ce type de questions-là, il y en a.
Je me souviens que, par exemple, là encore une fois à Limoges, Ouais. l'entreprise Legrand, Oui. elle a proposé des choses en termes de prise en compte de cette position des dents. Alors c'est vrai qu'en plus, alors le Grand, hein, on peut dire le nom, tout le Hum, monde connaît le Grand, parce que à Limoges, il n'y a pas que le Gérontopole, il y a le Grand aussi, il y a le CSP, il suffit de se baisser pour avoir des trésors à Limoges. Et c'est vrai que le Grand, en plus, ils sont d'autant plus concernés. Alors c'est vrai qu'ils ont une démarche très de responsabilité hum, sociale, hein, etc. Mais en plus, ils travaillent beaucoup aussi sur la domotique, et la domotique fait partie du champ de la dépendance, hein. bien sûr. Alors moi, je dirais pas la dépendance, Enfin, je moi je dirais dis, plutôt le soutien à l'autonomie. voilà, je dis Donc vous pas les bons voyez, mots, je le voilà, sais bien, je le sais bien. c'est plutôt voir le verre à moitié plein. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, voilà. Il fallait que je me fasse tirer les oreilles. Je le savais. De toute façon, je savais en préparant que je dirais, bon, la dépendance, l'autonomie, de quoi on parle, effectivement. Bon, allez, on va parler d'autonomie ou quoi que ce soit. Donc, le Gérontopole pour synthétiser, c'est un super autonome lab. Oui, c'est un super autonome lab dans lequel on rajoute une brique recherche, Hmm, une brique appui au territoire, parce que là aussi, dans un grand territoire comme est la Nouvelle-Aquitaine, il se passe plein de choses partout oui, et l'information a peut-être quelquefois du mal à oui, circuler. Donc comment on sait qu'on a des super pratiques hmm, dans le fin fond du 64 ouais. et comment on fait pour que ça arrive jusque dans les Deux-Sèvres? Justement, comment vous allez faire? Est-ce que, parce que là c'est pareil, on va toucher à l'aménagement du territoire, à la décentralisation, à la centralisation. Là j'avais l'autre jour Madame Brouille, hein, qui est vice-présidente du conseil Mmh. régional, que vous connaissez. Alors on avait des petites discussions. Moi, j'ai été habitué au Limousin, où en 1 heure de temps, on était à l'autre bout du Limousin, on avait une affaire à traiter, pam, on y allait, on savait comment ça marchait. Là, vous allez être à la tête d'une super structure qui a effectivement besoin à la fois de se nourrir et à la fois de venir en appui de structures. C'est un mini pays, hein, la Mmh. Nouvelle-Aquitaine, à Absolument. l'autre bout. Comment vous allez vous organiser? Vous allez avoir des correspondants, vous allez avoir. Est-ce C'est que ça. ça c'est déjà réfléchi? C'est Oui. déjà. Alors, il y a quand même un maillon qui est quand même extrêmement important lorsqu'on parle de soutien à l'autonomie, c'est le maillon des conseils départementaux. D'accord. Donc là, on va s'appuyer fortement sur les conseils départementaux qui nous ont majoritairement dit que le projet Gérontopole les intéresse. Parce que, D'accord. effectivement, souvent, ils nous disent, il nous manque presque comme un chef d'orchestre qui permettrait qu'on sache ce qui se passe de droite et de gauche, qui permettrait de mettre en lumière telle initiative que moi je porte en tant que conseil départemental, de pouvoir s'inspirer les uns des autres dans plein de domaines différents. Euh, un lieu central où on sait qu'on réfléchit ensemble, qu'on collabore, qu'on vient porter des projets en commun. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que. Alors, c'est vrai que les conseils départementaux sont les interlocuteurs idoines, Bien hein. sûr. Et bon, ils ont effectivement des compétences et des responsabilités là-dedans. Et ils vont faire partie du Gérontopole, Oui, c'est ça? oui, Ils font absolument. partie de la Constitution? Exactement, ils seront adhérents du Gérontopole et à ce titre-là, ils vont participer à des groupes de travail, D'accord. à des rencontres, à des partages d'idées. On va faire beaucoup d'événements dans le cadre de ce Gérontopole. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'on puisse prendre des temps de réflexion parce que c'est quelquefois aussi Mm. des temps qu'on ne s'accorde pas quand on est seul et qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit. Donc là aussi, il faut quelqu'un qui prenne ça en charge, qui se dise, ben voilà, finalement, c'est moi qui vais être à l'origine de cette question-là. On va poser une question et puis chacun va venir y déposer ses propres réponses ou ses propres difficultés. Et c'est par la réflexion collective qu'on va arriver à trouver des solutions ensemble. Ils vont être adhérents, est-ce qu'ils vont donner de l'argent? Oui, Est-ce qu'ils vont être partie prenante au niveau oui, de l'argent? oui, 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 Ouais. oui. Tout Ils le vont monde, chacun la dans, même chose? Alors voilà, chacun la même chose. Ils peuvent choisir de donner plus, Mm, mais il y a une cotisation minimum mm, qui est franchement pas mm. importante. Mais c'est aussi l'idée que on participe au travail qui est généré par une équipe. On participe activement. En parlant de participer activement, alors je sais, j'écoute Muriel, puisque
Moi, je ne connaissais pas le Gérontopole. Et c'est vrai qu'elle fait partie de ces invités qui sont extrêmement clairs. Donc, on n'a pas de questions derrière, très peu. Mais si vous avez des questions, n'hésitez. C'est pas quand elle va être partie qu'il va falloir venir chouiner, hein. Je vous le dis, je n'irai pas lui courir après dans la rue pour lui poser des questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Il n'y a pas de questions bêtes. Mais c'est vrai que c'est extrêmement clair et je vous en remercie. C'est passionnant. Donc, ce Gérontopole, il existe là ou c'est bientôt, Alors, on est vraiment dans les starting blocks. Ouais. Hein. En fait, vous avez compris que c'est vraiment bien le groupement d'intérêt public Autonome Lab qui va évoluer vers un groupement d'intérêt public Gérontopole. Donc là, il y a une petite étape statutaire. Donc, on a réuni l'ensemble des membres d'Autonome Lab qui ont acté le fait que nos statuts allaient évoluer. Et donc là, eh bien, on est dans un temps d'approbation de ces statuts par des instances régionales qui vont nous dire bah, OK, on est d'accord avec votre évolution. Une fois que ça sera fait, on aura dans l'intervalle lancé une campagne d'adhésion, donc on vient d'en parler, et on va reconstituer un CA, un bureau, dans le cadre d'une AG constitutive, où là, effectivement, le Gérontopole va avoir une vraie réalité. Ce qu'il a déjà aujourd'hui en termes de projets, puisqu'en fait, tous les projets qui sont aujourd'hui portés par Autonome Lab vont de fait glisser sur le Gérontopole. Peut-être une question maladroite, parce que je ne connais pas trop, mais est-ce qu'aujourd'hui, donc il va y avoir un nouveau conseil d'administration? Oui. C'est forcément, le président ou la présidente sera forcément un membre du conseil régional? Alors, pas du tout. C'est peut-être bête, hein, comme question. Non, c'est pas bête du tout. On pourrait se dire, voilà, c'est à vocation régionale, tac. Alors, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une personne qui est pressentie pour être la présidente de ce Gérontopole, c'est Michel Delaunay. Qui est conseillère régionale. Alors non, elle ne l'est plus. Ah, et voilà, j'ai encore tout faux. Donc voilà, donc elle a quand même une très belle expérience en tant que ministre. Elle a des convictions fortes. Donc a priori, c'est elle qui sera la première présidente. Donc voilà, elle n'a pas de lien ni avec le Conseil régional ni avec le ARS, qui sont vraiment les deux membres fondateurs. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on a prévu ce cas qui n'a jamais été le cas, puisqu'en fait, jusqu'à maintenant, c'était François Vincent qui était, lui, pour le coup, conseiller régional, qui était président d'Autonome Lab. Donc là, dans ce qui se profile, Michel Delaunay deviendrait la présidente du Gérontopole et un vice-président serait, lui, directement lié au conseil régional. Conseil régional. Enfin, c'est quand même intéressant, hein, sans juger, c'est intéressant qu'une structure comme celle-là joue effectivement, même s'il y a effectivement quelqu'un du conseil régional en tant que vice-présidente, une sorte de neutralité et laisse quand même cette image un peu d'autonomie. Hein. Alors après, c'est vrai que le contrôler, on est bien d'accord, mais oui, mais je dirais que le président, c'est un rôle important. Oui. Mais dans un GIP, à nouveau, ceux qui décident, c'est les membres du CA. Oui. C'est vraiment c'est très collégial comme décision. Alors, on a vu que c'est vrai que c'est très intéressant. En fait, les correspondances avec les conseils départementaux et toute la sphère des conseils départementaux. Est-ce qu'il existe des gérontopoles ailleurs sur le territoire? Je ne parle pas de Nouvelle-Aquitaine, mais en France. Alors oui, il en existe, donc je crois qu'on sera le 9e. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est que chaque gérontopole a finalement sa constitution, sa vérité, ses missions. Qui sont les mêmes ou pas? Alors en fait, ce qui rejoint les gérontopoles, c'est 4 missions principales. C'est recherche, pôle appui au territoire, c'est valorisation des métiers, du soin et du domicile, et c'est innovation. Ça, c'est commun à tous les gérontopoles. En revanche, ce qui change ensuite, c'est que comme ce sont des structures qui sont vraiment très, très ancrées dans les territoires, avec les talents du territoire, en fait, le curseur, il est mis soit plutôt plus côté recherche, soit plutôt plus côté silver economy, par exemple. Alors, la question n'est pas anodine. Ce n'était pas tant pour savoir ce qui se passe ailleurs, même si c'est toujours très important, mais autant vous allez travailler en interne sur le territoire, autant est-ce qu'il existe en quelque part, de façon formelle ou informelle, un réseau des gérontopoles
qui peuvent venir justement, l'un fait avancer les travaux de l'autre parce qu'il y a déjà eu des choses de menées et tout ça. Enfin, ça veut dire, on a le regard à 360. Hein. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se créer là Ah ouais, maintenant. voilà. Je ne sais pas pourquoi je bosse pas au Gérontopole, là, c'est une erreur, mais bon, écoutez, c'est déjà fait. Je note. Mais d'accord, donc le réseau des régions, c'est un réseau formel, informel Alors, pour l'instant, c'est un réseau très informel, Ouais. puisqu'il est constitué autour des directeurs de Gérontopole. Donc, on a aujourd'hui à peu près une réunion chaque mois. Donc, Ah ouais. c'est quand même C'est pareil. plutôt, Oui, c'est assez dense. c'est assez dense. Et on se rend compte que, bah, effectivement, on va avoir une force de frappe qui va être quand même assez importante sur l'ensemble du territoire. Il se trouve aussi que d'autres territoires qui n'avaient pas de Gérontopole sont en train de se poser la question. Donc, Je pense aux Hauts-de-France, je pense à la région Centre-Val de Loire, qui sont venus nous voir pour dire comment vous avez fait, comment on fait pour monter un gérontopole. Et là, c'est vrai que on va se créer vraiment un réseau qui va être extrêmement opérationnel. On va essayer de ne pas réinventer la roue à chaque fois, peut-être aussi de s'inspirer largement de ce qui se fait ou d'événements qui sont conçus dans l'une région ou l'autre, puisque par définition, on n'est pas concurrents les uns avec les autres, puisqu'on est vraiment sur des territoires qui sont différents. Aujourd'hui, là aussi, c'est comme tout à l'heure, c'est pas une histoire de chiffres, c'est vous avec votre sensibilité et les personnes que vous avez rencontrées. Euh, sur les autres gérontopoles, où est-ce qu'il y en a qui ont développé une expertise où nous, on n'est pas tout à fait dessus et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut revendiquer, nous, aujourd'hui, alors, au point de vue national, comme expertise et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ailleurs sur lesquels il serait intéressant d'aller gratter un peu, d'aller... Alors, on a par exemple celui de Toulouse. Ouais. Lui, celui de Toulouse, il est vraiment sur le repérage de la fragilité. Il est D'accord. dans l'hôpital. Il est très hospitalo-centré. D'accord. Et il ne prend pas en compte les autres thématiques des gérontopoles. Le Gérondif à Paris, il est aussi très très axé sur la recherche. Ouais. Celui de Nantes est plus axé sur l'entreprise qui va développer des activités autour de cette silver economy. Donc celui de PACA qui est relativement récent, lui aujourd'hui par exemple, ils sont en train de créer un atlas du vieillissement sur leur région PACA. Ben, ça c'est typiquement des choses qu'on n'a pas aujourd'hui sur notre région et dont on va aller s'inspirer parce que c'est extrêmement intéressant de pouvoir quantifier un certain nombre d'indicateurs ou de données. Et c'est vrai que c'est intéressant quand je vous entends parler de Toulouse, par exemple, qui est très hospitalier. C'est très important parce que quand on parle de collaboration, d'assemblage, etc., il faut aussi comprendre les cultures de nos partenaires. Bien sûr. Et c'est vrai que le champ de l'hospitalier n'a pas forcément la même culture Du que tout. les autres. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, faut les sensibiliser, c'est vrai, c'est passionnant, hein, c'est passionnant. Alors, nous, à contrario, quand moi j'ai réfléchi à ce que pouvait être un petit peu notre différence quand même, Ouais. il y a quelque chose qui m'est venu très vite, c'est la question du domicile. Ouais. Parce qu'on a, nous, aujourd'hui, par le travail des équipes d'Autonome Lab, beaucoup de services, de structures de services à domicile qu'on peut vraiment aller mobiliser. C'est clair. Alors que dans d'autres gérontopoles, c'est probablement plus compliqué pour eux. Donc nous, on va avoir vraiment cette teinte domicile et puis usager. On va vraiment garder cette question centrale des usages. Et là, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'avance par rapport aux autres régions. Alors ça j'en suis persuadé. Hein. J'ai vu les uns et les autres travailler avec Autonome Lab et c'est vrai que déjà, Autonome Lab fait partie du paysage pour ces structures-là. Oui. Et c'est vrai que Autonome Lab, de son côté, s'est beaucoup appuyé, s'est beaucoup attaché à comprendre, à développer ce qui se passait sur le terrain. Et il y a vraiment, je pense, hein, une expertise et une complémentarité sur le territoire à valoriser. On a parlé d'innovation un peu managériale, voilà. Mais aujourd'hui, l'innovation dans le domaine du vieillissement est vaste.
c'est quoi les enjeux là? Sur quoi il faut qu'on soit présent en termes d'innovation? Alors, il y en a plein. Il y en a qui sont révélés par cette crise sanitaire qu'on traverse en ce moment. C'est tout ce qui va aller de l'ordre du lien social, de la lutte contre l'isolement. Tout ce qui va être, alors je sais que ça va peut-être hérisser certaines personnes, mais tout ce qui est de l'ordre de la robotique. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui déléguer à un robot qui permette ensuite d'améliorer la relation d'humain à humain? Est-ce qu'il n'y a pas des tâches aujourd'hui qui sont faites par des humains qu'on pourrait déléguer à des robots de façon à ce qu'ensuite, ce temps qu'on a récupéré puisse servir à d'autres choses? On n'est jamais en train d'opposer du numérique et de l'humain. Aujourd'hui, c'est fini ce débat-là. Là, on est en train de se dire comment est-ce qu'on peut récupérer du temps utile qu'on passe avec les personnes pour les amener à récupérer du lien social, à sortir de chez elles. Ça, c'est vraiment un grand, grand enjeu. Alors l'histoire des robots, par exemple, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on est dans une région aussi où il y a eu des recherches, il y a eu Oui. des entreprises qui ont Il y en a existé encore. là-dessus. Il y en a, etc. Par contre, on a quand même là aussi on s'en rend bien compte. Alors vous allez peut-être intervenir là-dessus, vous allez peut-être pouvoir donner un coup de pouce. Économiquement, ce sont des recherches qui sont extrêmement coûteuses. Et le modèle économique est très difficile à trouver parce que tant qu'on n'a pas abouti les recherches, on ne peut pas avoir la prétention de vendre ce que l'on a trouvé, etc. Je sais que ça existe aussi dans le champ du handicap. J'ai pu assister à certaines démonstrations, j'ai interviewé et malheureusement, voilà, ça fait partie un peu de ces innovations qu'il faut soutenir à bout de bras pendant longtemps, qui coûtent très cher parce que le modèle économique, par définition, n'existe pas. On est dans l'innovation pure. C'est un enjeu majeur, ça. C'est quelque chose sur lequel vous allez être. Enfin, Alors, vous, quand je dis vous, c'est vous et les partenaires que vous avez. absolument, mais je pense qu'il faut aussi que nous-mêmes, on change de paradigme. J'entendais ce matin dans ma voiture quelqu'un qui a écrit un livre là et qui disait que dans 60 ans, 85% des métiers qui seraient occupés par des personnes n'existent pas aujourd'hui. Mais écoutez, quand vous avez ce chiffre, vous vous dites, bah oui, on parle de métier, mais on parle de nouvelles technologies, on travaille beaucoup, nous, en ce moment, sur des capteurs. Comment est-ce que on peut faire du monitoring à domicile? Ça, c'est les enjeux de demain. C'est comment la santé va rentrer au domicile, comment on peut simplifier des gestes qui peut-être aujourd'hui sont des gestes peut-être plus médicaux, comment on peut mettre de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut, là encore, amener de la technologie dans de la santé, tout en restant tout à fait facile d'utilisation. Mais ça, c'est quand même des sacrés challenges pour demain. C'est clair. Alors c'est pas facile mine de rien. Plus je vous écoute et je prends un peu. J'espère que vous aussi. Bon, vous dites rien, tant pis. Mais j'espère que vous réfléchissez comme moi. C'est pas facile mine de rien de se projeter sur des choses qui n'existent pas. C'est pas facile. C'est facile pour personne. C'est-à-dire c'est un côté un petit peu inconfortable, c'est un côté passionnant, c'est un côté stimulant, mais c'est un peu inconfortable parce que on prend des paris un peu. Sauf que moi, j'ai pas du tout cette vision, Ouais. parce que je suis peut-être beaucoup plus optimiste. Ah, mais moi, je suis très optimiste. Mais je me dis que, au contraire, enfin, rappelez-vous, moi, je cite souvent cet exemple-là. Moi, j'ai commencé à travailler il y a déjà un certain temps. Une dizaine d'années. Enfin, bref, je ne donnerai pas le chiffre, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément d'ordinateur. Et je me souviens qu'un beau jour, on m'a dit il faut faire un site internet. Et la question que je me suis posée, c'était mais à quoi ça sert? C'est vrai. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, aussi petite soit-elle, elle a son site internet. Et le réflexe qu'on a tous, c'est d'aller voir ce que fait cette entreprise. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller voir son site internet. Donc, je crois que tout évolue
On est probablement aujourd'hui, regardez la formidable avancée avec les vaccins aujourd'hui, ces C'est fameux clair. vaccins Moderna ou d'autres qui sont vraiment basés sur des nouvelles Mm, technologies mm. et tout le monde s'accorde à dire que ça va ouvrir un champ de recherche extrêmement passionnant et extrêmement nouveau avec ces questions d'ARN messager. Ça a été très vite, mais ça va aller vite aussi dans tous les domaines. Bon, on sait pourquoi elle est à sa place, hein. Bon, c'est tout. Elle est... Qu'est-ce que vous voulez? Elle a foi dans le développement, dans le futur, et c'est très bien, hein, c'est très bien. Euh, on approche de la fin, là, tout doucement, tranquillement. Euh, Est-ce que... Alors, j'ai une partie de la réponse, et c'est pour ça que je vais la décomposer en deux. Est-ce que le gérontopole va être générateur d'emplois et pas simplement indirectement? C'est-à-dire, déjà, est-ce que l'équipe actuelle d'Autonome Lab va s'étoffer? C'est Alors, par pure curiosité, ça c'est entre vous et moi, hein. l'équipe va s'étoffer, oui, elle va s'étoffer avec l'ouverture quand même d'une antenne à Bordeaux. Donc Ah, là, ça commence les enfants. on s'exporte à Bordeaux. Donc on va effectivement ouvrir une antenne à Bordeaux avec deux postes. D'accord, Donc un poste qui va être le poste d'appui au territoire et puis le poste qui va être un poste de développement et de partenariat. d'accord. Euh, ensuite, Les recrutements sont faits là, c'est alors parti ou c'est en alors cours. c'est en cours. Ouais, c'est D'accord. en Donc là, cours. les gens ils peuvent trouver les offres Alors quelque part. là, on est vraiment en fin de recrutement. Ah, Donc ah bah alors, ben, tant là, a pis. Alors priori, vous pouvez pas être je recruté. pense que nous allons trouver Ça sera chaussures la à notre prochaine pied. fois, hein, je dis ça pour la prochaine fois. Après, on n'a pas non plus vocation à doubler ou tripler de volume parce qu'on va beaucoup travailler en mode projet. Ouais. Donc on va avoir des missions avec un début, une fin. Mm. On va probablement avoir beaucoup d'emplois plutôt de contractuels D'accord. parce que aussi on va aller chercher des financements à l'Europe Mm. et que bah, les financements à l'Europe, c'est Ils sont aussi pas des pérennes. financements qui ne sont pas pérennes. Oui, bien sûr. Donc Bien sûr. voilà. D'accord. Euh, la dernière question par rapport à tout ça, c'est vous qui l'avez écrit, donc vous devez bien évidemment avoir la réponse. Moi, je cache rien, vous voyez, je suis pas, je pourrais dire, oh là là, qu'est-ce que je suis intelligent, j'ai fait de bonnes questions. Non, c'est Muriel Boueb. Euh, Muriel, est-ce que finalement, les vieux, c'est l'avenir? Eh bien oui, moi j'en suis persuadée parce que on l'a dit déjà tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui les vieux ils transmettent, ils expliquent, ils viennent en béquille de plein de situations qui sont complexes. C'est aussi des gens qui consomment. C'est des gens qui aujourd'hui ont des envies, vivent le plus longtemps possible. Et l'image qu'on a d'un vieux malade, je pense qu'elle est de moins en moins vraie. Et on a aussi envie d'entendre ça nous parce que on commence à être à la porte de quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit il y a quand même des gros progrès. On est de plus en plus en forme longtemps. On a envie de rester dans la vie, on a envie de rester oui, dans la vie. Je crois que c'est vraiment ça, ça l'idée. Et c'est terminé d'être dans son rocking chair avec ses aiguilles à tricoter au coin du feu. Je crois que c'est un modèle qui demain sera plus ce modèle-là. On va peut-être travailler plus longtemps. Alors en espérant que ça soit choisi à chaque fois, Oui, hein, bien sûr. voilà, mais je crois qu'on est en train de se dire que on n'est pas les vieux et les jeunes, mais on a envie peut-être d'une société aussi qui soit plus bienveillante. Et dans l'idée, chacun a sa place, chacun doit trouver sa place, mais chacun doit prendre sa place aussi. Samia Rifo, bonsoir déjà, merci d'être présente. Samia Rifo qui est régulièrement là. C'est-à-dire cette femme-là, on ne sait pas comment elle fait. Samia Rifo est quelqu'un, il faut le savoir,
qui est investi voilà, dans la vie publique, qui est un chef d'entreprise, même multi-chef d'entreprise, elle est tout le temps là. Je ne sais pas comment elle fait, elle ne dort pas, je ne dors pas beaucoup, mais alors elle, voilà. Samia Rifo, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Et vous le dites, effectivement, Samia, le grand âge est un véritable sujet pour notre territoire. Oui, hein, on est d'accord. Et alors, le temps que Muriel, je vais vous lancer un défi, Samia, si vous le voulez bien, le temps que Muriel revienne sur cette notion de sujet pour notre territoire, mais je ne suis pas sûr que ce soit que pour notre territoire à nous, hein, sur tous les territoires. Samia, est-ce que vous pourriez me dire, vous, quel est... alors, le sujet vous parle. Tiens, je viens de découvrir, le sujet vous parle. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez, si justement le sujet vous parle, dire quel est le point sur lequel il faudrait faire le plus de progrès rapidement, là. Voilà. Dites-moi, vous, ce qui vous interroge, ce qui vous tracasse. Alors, vous avez des capacités d'action, hein, puisque vous êtes élu, on va pas, voilà, vous avez des capacités d'action. Si demain, vous pouviez faire quelque chose par rapport au grand âge, quelle serait la première chose concrètement sur laquelle vous vous engageriez? Et pendant ce temps-là, on va rebondir avec Muriel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Samia si elle veut dire que notre territoire, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Non. L'âge, le vieillissement, c'est un sujet pour tous les territoires. Alors, c'est un sujet pour tous les territoires, mais particulièrement pour le nôtre. Parce que on est le territoire le plus âgé de France aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais pour plein de raisons. Parce que aussi, on est un territoire qui attire les personnes âgées. Ah, je ne sais pas comment on va le prendre, ça. Eh bien, écoutez, si, c'est plutôt, là encore, voyez le verre à moitié plein, parce qu'on est un territoire où on vieillit bien, où on a une qualité de vie, où on a de la proximité dans les services. Ça, c'est extrêmement important, parce que, effectivement, quand on arrive à un grand âge, on a moins de possibilités de se déplacer, donc il faut que les services soient vraiment à proximité. Ça, dans une ville comme Limoges, c'est quand même tout à fait accessible d'être dans une ville un peu moyenne qui a des services conséquents. Et puis on a toute la question du littoral qui attire aussi, hein, sur toute la côte atlantique, qui attire beaucoup les personnes âgées aussi. C'est intéressant. Vous voyez, là, vous avez vu, hein, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, mais c'est un peu trompé. C'est que pour le coup, je voulais faire juste un parallèle et que je trouve très intéressant votre remarque, puisque j'ai eu pas mal de décideurs ici. Et effectivement, la préoccupation aujourd'hui, c'est d'amener des actifs à Limoges. Oui. C'est pas tant d'amener ces personnes-là, ou en tout cas, moi, j'en entends pas beaucoup parler. Je ne dois pas beaucoup me tromper non plus. Donc, on se dit, voilà, il faut qu'il y ait Internet pour que les gens puissent travailler à distance, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Oui, eh bien, vous êtes la première ici à me parler de l'intérêt chez nous d'accueillir effectivement des personnes âgées. Eh bien parce que on sait que par exemple, un couple âgé qui arrive sur un territoire, ça génère 2,5 emplois. Et voilà. Donc à un moment donné, alors par contre après, ça n'empêche pas non plus d'attirer des plus jeunes, parce qu'on aura besoin d'eux aussi. Mais effectivement, l'arrivée de retraités sur un territoire, c'est une richesse supplémentaire. Alors Samia Rifo, elle bosse, vous savez, je vous l'avais dit, avec Samia Rifo, on ne se connaît pas, hein, on ne se connaît pas encore, et je pense que vous allez la rencontrer dans peu de temps, parce que, voilà, si ce n'est déjà fait, elle bosse plus vite que l'éclair. Samia Rifo dit je lui avais demandé effectivement sur quoi elle travaillerait, elle disait la paupérisation des personnes. Il faut travailler sur des modèles économiquement accessibles à tous. Oui. Là-dessus, vous êtes d'accord? Absolument. En termes d'habitat, par exemple, on sait que c'est un point crucial parce que quand on arrive à la retraite, quelquefois, on ne peut pas rester dans sa maison parce que c'est trop de coûts pour entretenir une maison qui est parfois grande et plus adaptée. Oui, mais là aussi, il y a plein de modèles d'habitat partagé, d'habitat inclusif. Et justement, Madame Rifo travaille sur l'ouverture d'une maison des seniors à Limoges. Et elle n'est pas venue vous voir encore. Eh ben non. Samia Rifo, demain matin, faut téléphoner. Alors, à Autonome Lab, le temps que ça s'appelle Gérontopole, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, on ne va pas se quitter comme ça, puisqu'il y a toujours une question, la question de fin. Là, c'est bon, vous allez rentrer chez vous tranquillement, puis les gens, il va falloir qu'ils aillent se coucher.
La dernière question de l'émission, c'est toujours la même depuis quelque temps, c'est que c'est pas pour demain, mais un jour vous serez plus là. Qu'est-ce que vous voudriez que l'on retienne de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Moi, par exemple, j'aimerais qu'on dise que j'ai été beau, que j'étais intelligent, que j'étais vraiment la personne la plus agréable du monde, un caractère exemplaire. Mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre passage? Alors, c'est une question qui est Ah, c'est terrible, hein, celle-là. terrible, Ah, elle est terrible. elle est terrible. Il y en a une à laquelle je pense depuis peu de temps. Ouais. Euh, c- Moi, j'ai remis en question il y a 2 ans, lorsque je suis venue à Limoges. Je me suis vraiment dit, ça faisait 22 ans que j'étais dans la même structure, où ça roulait vraiment, et ce que je faisais me plaisait beaucoup. Et cette offre de reprendre Autonome Lab et de construire le Gérontopôle, elle est arrivée, elle m'a bousculée, et je me suis dit, j'y vais. Donc peut-être que j'aimerais qu'on dise, malgré son âge, elle a osé. Malgré son âge, elle a... Enfin bon, là, vous voyez pas avec le masque, mais enfin, on dirait qu'elle a 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le masque. Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, l'énergie permet toujours de rester actif et toujours de rester jeune. Et puis on le sait bien, de toute façon, c'est pas les années, hein. Il y a un paquet de jeunes qui sont pas très gaillards et puis il y a un paquet de personnes âgées qui sont très gaillardes. Mais on n'est pas là pour opposer, on est là pour faire de la complémentarité. Muriel Bois, c'est un plaisir de vous recevoir. Eh bien, partagez. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Alors moi, je savais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, je pourrai en parler. Même si je ne sais pas tout, je pourrai en parler parce que c'est extrêmement clair. Et je pense effectivement aussi, ça c'est mon petit côté démago, mais je pense que quand on a des gens qui savent bien parler de ce qu'ils sont chargés de mettre en place, ça facilite la mise en place. Et je pense vraiment que là-dessus, il y a de grandes heures qui se préparent pour le Gérontopôle. Merci beaucoup. Merci à vous. Samia Rifo, le Gérontopôle, il est où Autonome Lab? Rappelez-moi la nouvelle adresse parce que je pense que Samia Rifo veut venir vous voir. Alors, on est sur Esther Technopole, Esther, ouais. voilà, absolument, et on est rue Atlantis, dans l'immeuble Boréal. Voilà, dans l'immeuble Boréal. Et bien voilà, vous allez pouvoir aller vous coucher. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Demain, je vous reçois demain. Il y a une deuxième émission. Demain, je vais recevoir Laurence Boblik. Laurence Boblik, c'est la présidente. Alors bien sûr, elle travaille dans une entreprise du même nom et elle est présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Haute-Vienne. Donc on va revenir sur le cœur de l'économie, les entreprises, qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment la CPME a accompagné les chefs d'entreprise, qu'est-ce qui se prépare pour la suite, bref. Écoutez, je reçois que des gens passionnants, j'ai une chance 1 à 2 fois par semaine, c'est un bol d'air. Allez, je vous dis à bientôt, merci beaucoup, merci Muriel Bois. Au revoir. Thank you.